Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Faut-il supprimer la prescription pour les crimes sexuels sur mineurs notamment? L'avocate pénaliste Marie Dauzé est contre, tout comme elle s'était opposée à l'époque au procès filmé, au nom d'une même idée de la justice dont elle nous parlera à partir de 12h55 aujourd'hui dans la grande table des idées. Mais d'abord, premier polar historique pour l'auteur érudit et populaire du Vol des cigognes, des rivières pourpres ou encore de La dernière chasse, maître du thriller français, écrivain, scénariste et réalisateur Jean-Christophe Granger revient avec Les Promises et c'est déjà un best-seller, c'est chez Albin Michel. On est ravis de le recevoir, on est ensemble jusqu'à 12h30. La grande table, Olivia Gesbert. Des femmes meurent dans Berlin, toutes dignitaires, toutes épouses, toutes femmes de haut dignitaire nazi. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il dans cette ville à ce moment-là de l'histoire? On va tenter de le découvrir avec notre invité. Bonjour Jean-Christophe Granger. Bonjour. Premier polar historique, on le disait. Et pour ce premier polar historique, vous avez choisi l'Allemagne nazie, Berlin, 1939. C'est une période noire, une période si noire sur laquelle beaucoup a été dit déjà, écrit déjà. Pourquoi cette période-là, ce pays-là? Écoutez, moi j'ai toujours écrit sur le mal, sur ce versant noir de l'homme, à travers des tueurs en série, à travers toutes les violences et les cruautés que ces hommes pouvaient faire. D'une certaine façon, le nazisme m'a toujours fait les yeux doux parce que c'était une période où le tueur en série n'est plus un cas unique, mais les gens au pouvoir. Donc là, quand même, c'était très intéressant. Moi, j'adore plonger mes personnages donc dans une enquête qui leur appartient, qui est unique, mais aussi dans un décor, un fond de ténèbres, un peu comme les forêts dans les contes pour enfants. Et évidemment, alors Berlin en 1939 sur fond de nazisme, on ne peut pas rêver forêt plus noire et forêt plus touffue. Donc Voilà. ça fait longtemps que je voulais écrire un livre historique comme ça, mais je renâclais parce que je me disais il y a beaucoup de travail à faire, non seulement de recherche documentaire pour connaître les grands événements de l'époque, mais aussi dans les tout petits détails. Si quelqu'un prend un stylo, alors c'est un stylo bille, un stylo plume, qu'est-ce qu'il portait comme chaussure à l'époque? Donc j'avais peur, si vous voulez, qu'à chaque mot, je bute sur une recherche et que ça signifie un travail énorme. Et en fait, j'ai eu cette super bonne surprise de découvrir que toutes ces recherches que j'ai dû faire, évidemment, m'ont permis d'étoffer mon bouquin et de glisser énormément d'éléments comme j'aime le faire qui étonnent le lecteur. Des choses que les lecteurs ne savent pas et qui, en plus de l'enquête policière, donc qui doit être haletante et pleine de suspense, le maintient toujours en état un peu de surprise, d'étonnement. Et là, j'avais beaucoup des petits éléments sur Berlin à l'époque et moi-même, je me suis beaucoup plu à regarder quel costume il portait, quelle voiture il conduisait, etc. Donc ça a été un vrai plaisir au lieu du pensum que j'imaginais. Alors à propos de Forêt Noire, vous retrouvez l'Allemagne de la dernière chasse aussi avec ce thriller Les Promises qui paraît donc chez Albin Michel, Jean-Christophe Granger. L'Allemagne où le nazisme ne vous effraie pas, ne vous a pas effrayé de ce que vous venez de nous dire. Vous n'avez pas eu peur de vous laisser emporter, de vous faire happer par l'horreur des crimes commis, parce que c'est ce qui se passe aussi quand on se replonge dans une matière historique aussi dense et terrible. Vous n'avez pas eu peur que la réalité dépasse la fiction. Autrement dit, dans un moment comme ça, quand on se saisit d'une matière comme celle-là, que peut apporter la littérature? Alors elle peut apporter un état d'attention très soutenu pour les lecteurs qui s'identifient évidemment aux personnages, aux enquêteurs, et qui, comme mes enquêteurs, suivent ce fil rouge donc de l'enquête policière pure, avec ce tueur en série qui frappe des femmes très haut placées dans le Berlin de 39 et qui les abandonne comme ça, toujours près du fleuve, dans les grands parcs que de Berlin. Donc déjà, là, j'ai une très très belle ambiance. Mais derrière, il y a cette toile de fond à découvrir du nazisme, et j'aimais beaucoup mettre mes personnages qui sont finalement des Berlinois pas standards, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment normaux, mais en tout cas des Berlinois qui ne connaissaient pas encore la réalité vraiment profonde du nazisme. Et au fil de l'enquête, c'est ça que j'ai aimé, il y a une espèce de double perspective, il y a tout ce qu'on peut apprendre sur le vrai tueur, et
en même temps tout ce qu'on peut apprendre sur le nazisme et sur ce qui se trame à l'époque, parce que c'est l'époque des programmes pour éliminer les démons, les malades mentaux, et puis bientôt les programmes pour éliminer les tziganes. Enfin, si vous voulez, il y a une espèce d'énorme tsunami noir qui se lève derrière eux, et ils vont avoir comme ça une espèce de double enquête où ils vont réussir à identifier ce tueur très très mystérieux qui apparaît dans les rêves des victimes d'abord, et puis ils vont découvrir l'horreur absolue du nazisme qui est en train de se tramer. Voilà, on passe de la banalité du mal, aurait dit Hannah Arendt, au mal absolu. Ah, c'est le mal absolu. Alors, le danger, c'était qu'en effet, ma petite histoire, entre guillemets, de tueur en série soit engloutie Mhm. par l'histoire de tuerie en masse du nazisme. Mais je me suis bien accroché parce que je crois beaucoup à la personnification du mal, c'est-à-dire mon tueur est une sorte de diable, une créature maléfique que les lecteurs vont aimer poursuivre. Et mes trois personnages qui sont vraiment tout à fait particuliers, chacun dans leur style, j'ai tout fait pour que mes lecteurs s'y attachent et les suivent et que mes lecteurs, comment dirais-je, soient comme sur le sentier d'un conte de fées, encore une fois, en suivant mes personnages. Mm. Cette question, elle a été posée peut-être d'une manière ou d'une autre à un autre écrivain, l'écrivain écossais Philip Kerr, l'auteur de la célèbre trilogie berlinoise, ces romans historiques policiers parus en anglais, avec pour héros le détective Bernie Gunther, dans l'Allemagne nazie, lui aussi. On lui a demandé mais qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas, lui, l'anglo-saxon, hein, qu'est-ce qu'il est allé trouver dans cette terre allemande, dans cette période si effroyable que fut le nazisme? Sa réponse. Whatever story you create Quelle que soit about votre a histoire crime de or crime, murder, you know there's vous a savez bigger qu'en toile de crime fond, going il on y a le in- grand in crime the contre background. l'humanité. Whichever villain, Quel bad que guy soit votre you méchant make, dans there votre are many histoire, worse on ones, sait qu'il who y are en a actually in bien positions pires et of qui power sont and dans des authority. positions de pouvoir. And so this makes for fantastic, Et donc dramatic cela possibilities. nous donne des That's- possibilités it's an endless énormes kind of de drames, de mettre en fascination. It's an scène endless ces drames et de dramatic jouer irony. à l'infini sur cette ironie. You see, it amuses me that so many crime writers find a little Ce parochial qui m'a town toujours amusé, in c'est certains England, écrivains que je not ne naming nommerai any pas, names, de and then polars qui find hundreds of fabriquent des crimes centaines going on de in crimes dans des small, petits quiet villages town. anglais. And here in Germany, Et alors qu'en Allemagne, dans les années 30, on n'en finit pas. Il y a des crimes un peu partout. Il y a I mean, pas de just fin. as you think you've Donc exhausted quand the vous pensez être au possibilities, you bout find something des histoires possibles, ridiculous. vous allez tomber sur encore une histoire, même ridicule. A good example, in the Par 1936 exemple, Olympics, dans there was 1936, lors des Jeux olympiques, il y a eu Germans or une true loi Aryan comme quoi Germans would seuls be able les to compete. Allemands ariens pouvaient se présenter pour les Jeux olympiques. Voilà, Philip Kerr, sur ce choix Vous de voyez qu'on est tout à fait d'accord. tout à fait raccord même. Pour le sens du détail, Kerr a été vraiment un modèle parce qu'il avait une manière de décrire, de nous faire sentir le Berlin de l'époque comme si il écrivait de là-bas et à cette époque-là. Ça a été un modèle parmi d'autres. Vous avez lu des romans, des fictions, peut-être autour de cette période-là, mais lu aussi énormément de documentation sur ce Berlin, sur le nazisme aussi. Vous n'avez pas pu vous rendre au moment de l'écriture en Allemagne. Alors j'avais prévu d'aller à Berlin et puis ça a été le moment du confinement qui m'a arrêté net dans mon élan. Mais c'était pas si grave en réalité parce que le Berlin actuel a plus rien à voir avec le Berlin de l'époque, qui a été entièrement détruit par la guerre. Et en fait, il a été beaucoup plus constructif pour moi de me plonger dans la documentation de l'époque et aussi les journaux des auteurs qui ont vécu à Berlin à cette époque-là et qui écrivaient chaque jour ce qui se passait en détail. Et c'est surtout ça qui m'a permis de reconstruire ce Berlin disparu. J'avais des vieilles cartes, des vieilles archives. Mon bureau était une espèce de grenier où il y avait tout ce qui peut exister sur le nazisme qui m'intéressait, les aspects qui m'intéressaient. Et on sent dans la manière dont vous en parlez une gourmandise. Il y a un plaisir à procéder à ce travail minutieux de reconstitution. Est-ce qu'il y a aussi une exigence? Est-ce que vous vous êtes fixé un devoir d'exactitude dans vos romans? Il y a deux choses. D'abord, moi, j'ai toujours été journaliste, donc si vous voulez, ça m'intéresse énormément d'entrer dans les détails, de donner un grain très très réaliste aux choses, pour encore une fois convaincre mon lecteur. Et puis, ce que j'aime, c'est
créer une fiction, une histoire fictive, sans que le lecteur sache vraiment qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est du Granger, qu'est-ce qui est du réel. Et avec cette période foisonnante où il y avait tous les jours des choses abominables qui se passaient, je crois que mon roman, bon, on va pas dire ressemble à une mayonnaise, mais tout de même, il y a ça, il y a la sauce Granger qui est en permanence mêlée à la sauce réelle, historique. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai voulu donner à mon lecteur l'impression quasiment de lire, vous savez, des faits divers dans les journaux allemands de l'époque. Vous dites à mon lecteur, vous pourriez dire à mes lecteurs, hein, parce que des lecteurs, vous en avez beaucoup, Jean-Christophe Oui, Granger. oui, Chacun oui, de oui, vos oui. livres est un best-seller, on le rappelle souvent. Ils ne se vendent pas à moins de 300 000 exemplaires. Les Promises, c'était une prise de risque. Alors, c'était une prise de risque, mais aussi un élan assez naturel parce que je l'ai déjà dit et je le redis, j'éprouve une grande fatigue à l'égard de l'époque contemporaine, d'un point de vue policier, si vous voulez. Les enquêtes policières maintenant se résument au labo scientifique qui analyse les poils de moquette et au lieutenant de police qui passe son après-midi derrière un ordinateur. Donc, si vous voulez, on perd complètement le grain, le vrai grain du roman policier, qui est un homme seul, qui marche dans les rues, qui sonne aux portes, qui rencontre des gens, qui fouille dans des archives en carton, en papier, et qui, si vous voulez, retourne la réalité creuse. Et maintenant, on a une espèce de dématérialisation totale qui fait que, du point de vue du roman policier, je trouve que l'époque est plus du tout romanesque. Donc moi, j'ai éprouvé cette lassitude et ça tombait bien. J'avais envie d'écrire ce livre sur le nazisme. Et là, tout d'un coup, j'ai retrouvé un monde qui m'a beaucoup excité, qui était le monde où passer un coup de fil, c'est toute une histoire. Et ça me plaisait vraiment. Il y avait un grain, vous voyez, il y avait le grain des par-dessus, des chaussures en cuir et des cabines téléphoniques. D'autant que ce qui vous intéresse, vous, c'est ce qui relève de l'ordre de plus que de l'immatériel, hein, de l'impalpable, de l'inconscient, et notamment les rêves qui sont la matière, l'une des matières premières aussi de ce thriller, Les Promises, Jean-Christophe Granger. Il s'ouvre d'ailleurs, ce roman, sur une séance de psychanalyse, sur le récit d'un rêve, le rêve où la psychanalyse, la folie, la psychiatrie, qui est aussi au cœur de cette série I3P que vous avez conçue et imaginée. Les Promises, du coup, ce rêve, cette envie d'être à l'écoute des rêves, vous l'êtes dans la vie, à l'écoute de vos rêves, de vos cauchemars? Moi, je suis une victime de mes rêves, une victime de mes cauchemars. Je suis le genre de type qui se réveille toujours soulagé, c'est-à-dire ouf, ouf. Vous les écrivez le matin au réveil? J'ai écrit, à l'époque des Promises, j'ai écrit pour justement m'inspirer de la folie des rêves, c'est-à-dire de cette espèce de mélange malsain de choses irrationnelles, mais quand même rationnelles, et puis de ces petits détails qui vous ont marqué dans la journée, qui ressurgissent pour exprimer toujours des vieilles peurs, des vieilles humiliations. Moi, je suis un passionné des rêves, je trouve que c'est, comment dirais-je, le versant profond de l'âme humaine, et je suis toujours étonné de voir ressurgir dans mes rêves des petites humiliations, des petites blessures, vous voyez, que vous avez cru enterrées depuis longtemps et même qui, sur le coup, ne vous ont pas tant blessé que ça. Et bien, 40 ans après, elles ressurgissent. Et je trouve que c'est une manière formidable d'exprimer cette plaque sensible qu'est l'âme humaine. On est que sensibilité, on est en permanence blessé, on est en permanence, comment dirais-je, humilié au contact des autres. Et même si on se croit très fort, en fait, tout ça est au plus profond de nous. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans ce livre, parce que le tueur apparaît dans les rêves, toujours dans un contexte de nazisme, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les oppressions de l'époque, et ces femmes sont terrifiées de voir cet homme qui a une sorte de masque en marbre sur le visage, et qui, comment dirais-je, vient en tant que menace. Et puis, les enquêteurs vont découvrir que cette menace se concrétise, s'incarne, puisque finalement, ces femmes sont tuées et que, d'après certains témoignages, le tueur a en effet un masque en marbre. Alors Franck, Simon, Mina, justement, pourquoi un trio d'enquêteurs? Alors, je trouvais que, si vous voulez, vu la richesse de l'époque, ça méritait quand même bien 3 points de vue. Moi, je suis toujours dans mes personnages, c'est-à-dire le point de vue de l'auteur, c'est le point de vue du personnage. Et là, j'ai aimé imaginer 3 personnages qui ont un angle différent sur le nazisme et qui ont une relation chacune distincte face au nazisme. Alors, il y a
Simon, qui est le petit playboy tout petit, mais très très brillant, qui est à la fois psychiatre et psychanalyste, et qui charme ses patientes jusqu'à même les faire chanter parce qu'elles lui révèlent tous leurs secrets. Il y a Biwen, qui est un officier SS classique. Ça, j'étais obligé d'avoir un enquêteur de la Gestapo pour exprimer que, bon, bah, évidemment, les autorités peuvent pas laisser passer qu'on tue comme ça les femmes des dignitaires. Et puis, il y a Mina, qui est une aristocrate très riche, très fin de race, et qui, elle, a choisi de se sacrifier pour diriger un asile psychiatrique à la campagne, On y revient. qui est à moitié alcoolique aussi. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, et comme vous le disiez, c'est ce que je développe aussi dans une série télévisée actuellement, c'est que mes enquêteurs sont maintenant des psychiatres, des psychanalystes. Et c'est finalement ce qui était dans tous mes romans. Mes flics ont toujours été à moitié psychanalystes, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils sondent la folie d'un tueur, ils sondent le cerveau d'un tueur. Et là, maintenant, j'y vais franco. Les héros sont psychiatres. Et ils sondent la folie de nos Ils sociétés. sondent la folie, non seulement du tueur, mais aussi de cette société complètement dingo du nazisme. Ça, j'aimais beaucoup. Vous savez, il y a des polars qui parlent de gangsters, qui parlent de chasse à l'argent, qui parlent de crimes passionnels. Moi, j'aime les polars qui parlent de la folie unique, humaine, qui est cette espèce d'aspiration au mal, à la violence, à la cruauté. Quelle figure du mal, justement, ont incarné pour vous les nazis, le nazisme? Oh, bah là, c'est facile, hein, il y a l'embarras du choix. Mais ce qui est très, très, très déstabilisant dans le nazisme, et j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est à quel point ces figures du mal, disons les 4 leaders du régime, étaient des, excusez-moi le mot, des branquignoles, des baltringues. Je veux dire, il y avait un petit boiteux, il y avait un drogué, il y avait un éleveur de poules. C'était ça les leaders du nazisme. Donc, si vous voulez, ce qui me fascine, c'est que quand même ces 4 gars ont réussi à prendre le pouvoir, ce qui révèle bien quand même qu'on peut allumer la mauvaise étincelle chez l'homme. On peut allumer la flamme noire qui fait que finalement, si vous promettez une vie tranquille au peuple, il accepte toutes les dérives, toutes les cruautés, tous les massacres. C'est ça qui est fascinant dans le nazisme. Évidemment, les méchants, ils sont intéressants et envoûtants à leur façon. Mais ce qui est envoûtant, c'est le peuple allemand qui a voté pour ces gens-là. Ouais, dans ses rangs, la Gestapo comptait différents profils, écrivez-vous, Oui, Jean-Christophe j'aimais Ranchet. bien. Il y avait les abrutis, Oui. beaucoup, les sadiques, moins qu'on aurait pu croire, les paresseux, la majeure partie, et aussi pas mal de bureaucrates de bonne foi. Ces gars-là, ils s'étaient trouvé un berger et ils le suivaient en bêlant, formant un troupeau noir, stupide et dangereux. Et j'ajoute après, parce que ça me semble très important, le côté revanchard de tous ces hommes. Vous savez, le nazisme, on le sait, a poussé sur l'humiliation de la guerre de 14-18, sur l'humiliation de la défaite des Allemands. Et tous ces gens-là qui avaient été dans la misère dans les années 20, dans les années 30, ils se retrouvaient avec une carte de police, disons, une carte de Gestapo, et avec un vrai pouvoir. Ils pouvaient faire la pluie et le beau temps dans Berlin. Et je crois que c'est de ça dont jouit tous les gens de la Gestapo, beaucoup plus que le sadisme, taper sur des gens et tout. Ils ont joui de l'autorité, ils ont joui, tout d'un coup, ils retrouvaient une sorte de dignité humaine par le mauvais chemin, hein, par le chemin de l'autorité, par le chemin de la peur. Mais c'est ça qu'ils ont aimé, je pense, tous ces gens-là. C'est la puissance de la folie sans limite, de cette folie Sans noire, limite. comme l'évoque Sans limite. Mina von Hassel. Ouais. C'est ça qui est fou dans le nazisme, c'est comme disait Kerr, quand on veut creuser, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est-à-dire que la folie du nazisme a été au-delà de tout. Ils ont franchi la ligne rouge sur tous les plans. Et c'était pour moi, alors excusez-moi, le mot est paradoxal, mais un bonheur de pouvoir fouiller ces différentes directions qu'ils ont prises, notamment, je parle des Lebensborn, c'est-à-dire de faire naître des enfants, des sortes d'enfants parfaits. C'était un lieu formidable pour un romancier de tout d'un coup se retrouver avec des nounous, des berceaux, et en fait d'être au cœur du mal. Ouais, c'est un lieu particulier que tous les auditeurs connaissent pas forcément. C'est Lebensborn. C'était à la C'était fois des des cliniques maternités où qui on accueillaient les faisait, filles voilà, mères, les d'un filles côté. mères d'abord, et puis qui Ouais. ensuite ont fondé des unions entre des officiers allemands qui avaient les traits physiques ariens qu'on demandait, et des belles blondes qui elles aussi répondaient aux critères. Et l'idée était de créer des enfants qui allaient être aussitôt adoptés par les Lebensborn et élevés selon des préceptes donc dictés par Himmler. Et bon, c'était une fabrique à bébés, une espèce d'industrie de petits ariens quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus flippant? Un roman, Jean-Christophe Granger, ça peut partir d'un rêve, on l'entendait, d'une idée, mais aussi d'un visage. Vous avez récemment posté celui d'un visage d'ange sur les réseaux.
qui peut évoquer celui de ces belles dames du Reich, hein, de ces promises, de ces dames on disait comment, de l'Adelon, l'hôtel? Oui, dans mon livre, on les surnomme les dames de l'Adelon et Mhm. ce sont des femmes de dignitaires. Et alors évidemment, comme vous savez, la beauté va au pouvoir ou le pouvoir veut la beauté. Enfin, je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais en tout cas, toutes ces femmes sont magnifiques et ont des visages d'anges. Alors évidemment, pour un roman policier de 600 pages, c'est la clé du bonheur, c'est-à-dire de présenter des petites femmes comme ça, tout à fait angéliques, et puis peu à peu de découvrir évidemment que derrière leur visage angélique, il y a le diable qui se cache. Mais ça, il faut lire le livre. Est-ce que les promises sont parties d'un visage? Elles sont Est-ce que parties l'idée de du ces roman est photos partie là? d'archives exactement qu'on peut trouver très facilement sur Internet ou dans les livres cette époque où toutes les femmes étaient d'abord nazies, il faut bien le dire, elles ont toutes voté en masse pour Hitler et elles avaient cette beauté germanique et toujours ce visage d'ange. Vous savez, Hitler et sa clique, ils aimaient les femmes naturelles, c'est-à-dire les femmes qui faisaient du sport, qui avaient des tresses, qui portaient pas de maquillage et qui étaient ces espèces de nymphes sorties de l'eau, des sources des montagnes de l'Allemagne. À un moment, je le dis, Freud, il le disait, c'était très régressif, le nazisme. On voulait rester en culotte courte et courir dans les champs. Hmm. Comment, comment se forge un personnage, un héros de roman, qu'il soit méchant ou qu'il soit gentil, qu'il fasse le bien ou qu'il fasse le mal? On va écouter les mots d'un auteur que vous connaissez, Thomas Harris, hein, à propos du psychiatre Hannibal Lecter, qui est l'un des personnages clés de ces 4 romans, hein, de Thomas Harris, dont Dragon Rouge et Le silence des agneaux. This man was very, very smart, and he had a sort of gravity about him. Cet homme était très intelligent Very courteous, very et quick. il avait une sorte de gravité. So as we were walking out, I said, "Does the doctor come here and practice every day?" And the warden Il était said, très "You don't know courtois, who très that is? vif. That's the En werewolf sortant de la of the prison, Weberland." j'ai demandé au gardien si le docteur venait chaque You know, jour. he Il m'a had, dit « Tu ne sais pas qui c'est, mais c'est le So- loup-garou de Nueva León. Anyway, years later, in Rich, Mississippi, Des années plus tard, à Rich, I was working Mississippi, in a little shotgun house out je in the travaillais middle dans of the une cotton petite field. maison perdue au milieu d'un champ de coton. The character came C'est là along. que le personnage s'est développé. I was doing Red Dragon. J'écrivais Dragon Rouge And Will Graham, the detective, was trying to figure out. et le détective who Will was doing Graham the bad tentait de stuff. comprendre qui faisait toutes ces And he atrocités. needed to talk to Et il devait en somebody parler à about it. quelqu'un. And I guess I remembered talking about Doc Simmons with. Je me suis alors souvenu de ma discussion sur Dick Simons avec le docteur à la prison d'État de Nueva León. I won't say he was the. Je ne dirais pas qu'il était le modèle pour Hannibal Lecter, mais quand Hannibal Lecter est apparu, je l'ai reconnu grâce au docteur. Voilà, il vous est arrivé de reconnaître dans la réalité certains de vos personnages de fiction? Je voudrais d'abord dire que je bois du petit lait parce qu'entre Philippe Kerr et Thomas Harris, je me sens en bonne L'affiliation compagnie. est, Très bonne voilà, compagnie. est bien établie. Alors écoutez, moi ce que j'aime chez mes personnages, c'est qu'ils aient un moteur, une sorte de racine profonde qui explique beaucoup de leurs faits et gestes. Alors cette fois-ci, par exemple, sous le petit Simon, il y a le fait qu'il est petit. C'est une espèce de colère, de rage qu'il a en lui, et il a une sorte de revanche à prendre sur la vie. Et d'une certaine façon, il se donne toutes les excuses parce que finalement, pour réussir, tous les moyens sont bons parce que Dieu l'a fait petit et il a tous les droits de son point de vue. C'est pour ça qu'il exploite le nazisme, c'est pour ça qu'il fait chanter ses patientes. Enfin, au début de l'histoire, on ne peut pas dire qu'il a une morale très claire, ce petit Simon. Alors, il y a aussi Biwen qui est très méchant, qui est un vrai officier SS de la Gestapo. Lui, son ressort, c'est que son père a été gazé à la guerre de 14, qu'il est resté fou. Et ça fait maintenant des années qu'il est fou dans cet asile. Et Biwen, chaque semaine, va le voir. Et chaque semaine, il se dit, j'ai tous les droits parce que moi-même, je prends ma revanche sur la vie. Et j'attends avec impatience la Seconde Guerre mondiale pour casser du français. C'est ça son moteur. Et puis alors, il y a Mina qui paye une espèce de dette sans fin vis-à-vis de sa famille riche, dont son oncle qui travaille avec les nazis, qui construit les autoroutes des nazis. Et alors elle c'est une sorte de Mère Teresa, une
martyr, qui est la martyre de son propre destin. Elle se sacrifie dans ce horrible asile en ruine où elle perd le sommeil et où elle boit comme un trou pour oublier son quotidien, mais qui est en même temps son sacrifice, le prix à payer, si vous voulez, pour être née dans cette Allemagne nazie et née riche, née aristocrate, née en fait... c'est elle aussi une dame de l'Adelon qui s'ignore. Elle reste dans son petit hôpital, mais elle pourrait boire du champagne avec les autres. Vous gardez, Jean-Christophe Granger, dans ce roman, ce qui fait aussi votre patte, c'est-à-dire une écriture au scalpel. Et vous aimez ça, aller fouiller avec votre plume dans les boyaux de vos victimes. Le meurtrier s'était acharné sur l'abdomen. Une large entaille oblique partait dessous le diaphragme. À gauche, descendait jusqu'à la fosse iliaque droite. 2 blessures moins profondes suivaient le même parcours, prouvant que l'assassin s'y était repris à plusieurs fois avant de réussir à enfoncer son arme jusqu'à la garde et à ouvrir littéralement en 2 l'abdomen de sa victime. On pourrait continuer et ainsi de suite. Des pages. Ces descriptions-là, des fois, elles révulsent un peu mes lecteurs, mais elles sont essentielles parce qu'elles donnent la mesure de la folie du tueur. Et la folie du tueur, elle donne le tempo, si vous voulez, de l'enquête. Quand vous avez ce genre d'actes qui sont commis, tout d'un coup, comment dirais-je, on rigole plus. C'est-à-dire que les enquêteurs doivent trouver en urgence ce tueur qui est soumis à une sorte de rage. Et il est presque incandescent, vous voyez, le tueur, il brûle sur place parce qu'il est pris par cette rage de tuer et ils doivent absolument le trouver. Donc j'ai toujours insisté sur la violence du meurtrier pour bien comprendre que mes enquêteurs courent contre la mort, courent contre la montre. Il faut qu'absolument qu'ils arrêtent cette espèce de bête furieuse qui est en train de décimer Berlin. Donc là, excusez-moi, mais je serai lecteur, j'aimerais beaucoup lire ça parce que je trouve que Berlin est un théâtre plein de ténèbres à cette époque, et au fond de ces ténèbres, il y a une sorte de créature maléfique, presque mythique, qu'il va falloir arrêter. C'est pas forcément les passages que vous préférez écrire, si je me trompe, parce qu'il y a aussi d'autres qui sont beaucoup plus descriptifs, qui racontent le Berlin de ces années-là, qui racontent tout simplement peut-être aussi l'atmosphère d'une pièce, d'une rencontre, d'un lieu. À quoi ça tient ? Écoutez, je suis particulièrement heureux sur les Promises. Alors c'est peut-être le contexte historique qui apporte ça, mais on me félicite beaucoup justement, comme vous dites, sur la description des décors, sur l'atmosphère de certaines scènes, sur la psychologie de mes personnages, moins que sur l'histoire, sur la traditionnelle enquête, sur le tueur en série, etc., que j'ai beaucoup soigné. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. Mais je suis content de voir que dans le contexte historique, le côté, disons, littéraire, descriptif, sondeur d'âme humaine ressort beaucoup et mes lecteurs apprécient beaucoup finalement ce versant-là cette fois-ci. Alors une toute petite question à propos de la recherche du détail, la série B, Le fantôme de l'espace, est-ce qu'elle a vraiment existé ? Ou est-ce que vous avez choisi de faire ? Justement, c'est ma mayonnaise, comme je vous ai dit. Pardon, je ne dois pas dire alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je mélange des éléments réels et des éléments qui sont de mon invention. Et le jeu, évidemment, c'est que le lecteur doute, se disent mais quand même ce film a existé, ce masque a été vu sur les écrans sous des lumières expressionnistes comme ça. Ça c'est tout mon petit plaisir, me retirez pas mon plaisir. Non, on a cherché, on n'a pas trouvé sur ce détail-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc des femmes qui meurent dans Berlin, toutes épouses de hauts dignitaires nazis, toutes enceintes. C'est des enquêteurs qui partent donc à la recherche de l'assassin et qui vont porter à un moment leurs soupçons du côté des Lebensborn qu'on évoquait, ces fameuses cliniques eugéniste. On revient derrière ces meurtres à ce visage de l'homme de marbre, après l'homme de clou, qui était dans votre diptyque Lontano, Congo, Requiem. Voilà, Jean-Christophe Granger, pour les personnages à retrouver dans ce nouveau roman, Les Promises, qui paraît chez Albin Michel. Je voudrais qu'on termine avec des mots de vous, puisqu'on évoquait la banalité du mal. Vous évoquez, vous aussi, toutes ces mythologies horrifiques qu'on peut retrouver, et elles sont présentes là, encore, dans ce roman, avec notamment la figure d'Europe, d'Europa, se rappeler peut-être à travers vos mots qu'il peut y avoir toujours des croisements, des envies, comme ce qui a noirci, rendu cette période horrible. C'était le rêve d'unir nos dieux à des humaines. C'était ce rêve aussi de ces hommes d'avoir un projet totalement démiurgique. C'est pas celui de l'écrivain. Vous n'êtes pas, vous, un démiurge ? Je ne sais pas si on est démiurge. À l'échelle de notre livre, oui, on est démiurge. C'est ça qui est, comment dirais-je,
agréable, plus qu'agréable, fascinant et envoûtant dans le rôle de l'écrivain, c'est que quand même on construit un monde dans lequel on va plonger son lecteur. Et moi, ce que j'aime, si vous voulez, c'est l'image. Bon, alors je sais pas pourquoi, j'imagine toujours une lectrice, mais qui est sous sa couette, à la lumière de sa lampe de chevet, qui tourne les pages comme ça, totalement absorbée. Elle mange un bonbon de temps en temps, mais elle peut rien faire d'autre. Elle est absorbée totalement par mon livre. Et là, en effet, on est démiurge. On a créé un monde dans lequel on plonge son lecteur. Et normalement, c'est mon but, duquel il va ressortir en petits morceaux. Merci beaucoup à vous. Et de terminer sur ce rire totalement satanique, Jean-Christophe Granger, Les Promises. Votre nouveau roman vient de paraître chez Albin Michel. Merci. Merci de venir beaucoup. nous en parler.